On passe maintenant au focus et on s'arrête aujourd'hui sur cette signature à l'ONU de l'accord issu de la COP21, signature qui doit intervenir dans les minutes qui viennent. Les États ont ensuite 1 an pour le ratifier au niveau des États, au niveau national. Nous avons suivi ces négociations à Paris sur France 24. À la fermeture de la conférence, la France se félicitait de sa réussite. Avec le recul, est-ce vraiment une réussite? Marina Bertsch et Meret Dundas dressent un premier bilan. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Des cris de joie, des larmes, une image historique, celle du premier accord universel sur le climat. C'était il y a 4 mois. Le soufflet est-il aujourd'hui retombé? J'avais vraiment des doutes en janvier. Je me disais, est-ce qu'on aura une gigantesque gueule de bois après la fête de Paris? Et puis pas du tout. Les gens sont extraordinairement concentrés, sérieux. Et on parle du vrai. Maintenant, on parle des transports, de l'énergie renouvelable, des instruments économiques. On parle de ce qu'on va faire dans les pays, qui est le cœur du sujet. Et pourtant, le climat a perdu sa place de choix sur la scène médiatique. La crise des réfugiés, la campagne américaine ou encore les attentats de Bruxelles sont passés par là. Et puis les artisans de l'accord de Paris quittent le navire. Laurent Fabius n'est plus au Quai d'Orsay depuis le mois de février. Christiana Figueres, Madame Climat de l'ONU, s'en va en juillet. Ban Ki-moon, lui, termine son mandat en décembre prochain. Il reste pourtant beaucoup de travail. Techniquement, la signature d'aujourd'hui n'est qu'un joli symbole. Les pays ont 1 an pour ratifier. L'accord entrera en vigueur quand au moins 55 pays pesant pour au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre mondiales l'auront ratifié. La probabilité que l'accord de Paris ne soit pas adopté au final en avril 2017 est quand même extrêmement faible dans la mesure où, ne serait-ce que les États-Unis et la Chine, qui pèsent près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre à eux deux, ont déjà dit qu'ils allaient non seulement le signer mais le ratifier. Donc je pense que cet accord entrera en vigueur. Les 2 plus gros pollueurs font équipe sur le climat, mais dans son pays, Barack Obama est bien seul. Le Clean Power Plan, pierre angulaire de son projet, a été suspendu par la Cour suprême. Le thème du climat est par ailleurs étrangement absent de la campagne électorale américaine. La Chine, elle, n'a pas attendu la COP21 pour agir. Elle va fermer 1 millier de mines de charbon cette année. Une décision environnementale, mais surtout économique. Le prix de la roche noire s'est effondré. Les anciens villages miniers sont abandonnés. À la clé, des dizaines de milliers de chômeurs. Il y a encore quelques années, il y avait dans ce coin près de 300 mines de charbon. Ça marchait très bien. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Le pays commence à tourner le dos aux énergies fossiles parce que la pollution de l'air est devenue un enjeu social. Responsable de la mort d'1,6 million de Chinois chaque année. Les alertes rouges aux particules se multiplient, la grogne monte. Le Parti communiste doit montrer qu'il agit. Ces derniers temps, si vous regardez les statistiques officielles et officieuses, vous avez un grand nombre de mouvements sociaux causés uniquement par l'environnement. Le souci principal du Parti communiste, du gouvernement chinois, c'est la stabilité sociale. Si l'environnement devient un élément qui peut menacer la stabilité sociale, ça devient une préoccupation politique. Et qu'en est-il de la France, pays hôte de la COP21 censé montrer l'exemple? De l'aéroport Notre-Dame-des-Landes à la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires, le gouvernement tangue sur le front écologique. La société civile est donc là pour rappeler les dirigeants à l'ordre. Nous sommes là pour faire respecter les engagements pris à Paris lors de la COP21. Et ici, à l'intérieur, on s'apprête à faire l'exact inverse. En France, justement, ambiance mouvementée il y a quelques jours au sommet mondial sur l'extraction du pétrole en eau profonde, le Davos du pétrole offshore. L'accord COP21, il faut absolument le mettre en application. On ne peut pas rester les bras croisés face à des sommets comme celui-ci. Ils projettent de forer toujours plus profond, d'exploiter toujours plus de carburants fossiles. Et on sait très bien que les énergies fossiles vont nous projeter vers le chaos climatique. Malgré le succès de la COP21, ces militants crient au crime climatique. Pendant ce temps, le réchauffement de la planète se poursuit vers une trajectoire de 3 degrés. Le mois dernier a été le mois de mars le plus chaud jamais enregistré, un record en 100 ans de relevé météo.
Alors on va continuer à parler de ce sujet avec Célia Gauthier, chargée de politique européenne chez Réseau Action Climat. Merci d'être venue jusqu'à nous. Merci, bonjour. Alors on a vu en Chine et en France, ce ne sont uniquement que des exemples, cette mobilisation populaire qui fait pression sur les États. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la pression populaire qui force les États à faire quelque chose ou est-ce qu'il y a quand même une volonté politique ? Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui vont dans le même sens. Et il y a aussi des éléments très contradictoires qui poussent les États à ralentir leur action. Donc du côté des éléments qui poussent les États à agir, il y a d'abord la question économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien, sont rentables. Elles sont compétitives face aux énergies fossiles, d'autant plus que les énergies fossiles aujourd'hui sont très subventionnées, soutenues par les États. Mais malgré tout, les énergies renouvelables s'imposent et se développent partout dans le monde. 2015, c'était une année de croissance exponentielle pour les énergies renouvelables. Et comme vous le dites aussi, il y a la pression citoyenne dans beaucoup de pays, pas dans tous, qui va pousser les États à agir. Et nous restons fortement mobilisés. Nous le resterons toutes les années durant l'application de cet accord, puisque finalement, il n'est qu'un bout de papier pour l'instant. Quand bien même il sera ratifié par 55 États représentant 55% des émissions mondiales, il va falloir qu'il soit mis en œuvre, appliqué au niveau gouvernemental, au niveau national. Et pour ça, une pression citoyenne sera indispensable. Alors on va en parler, mais déjà parlons des énergies fossiles. La fracturation hydraulique, c'est toujours une réalité, notamment aux États-Unis. L'Iran fait son retour sur le marché pétrolier avec la fin des sanctions. On n'est pas aujourd'hui dans l'ère de l'après-fossile encore. Je pense que votre reportage le montre très bien. Il y a effectivement énormément de contradictions et énormément de forces négatives pour préserver les énergies fossiles, cette économie qui aujourd'hui est émettrice de gaz à effet de serre et fait que nous allons vers un chaos climatique. Donc nous avons vu que Total accueillait à Pau un sommet sur le pétrole offshore, comment exploiter plus loin, plus profond. Mais hier, il y avait aussi une réunion des pétroliers à Paris, donc la veille de la signature de l'accord sur le climat à New York. Et les pétroliers se sont réunis pour discuter de comment continuer à produire et à se faire de l'argent en produisant du pétrole dans un contexte où le prix du pétrole est très bas. Donc là, on est complètement à l'inverse des objectifs de la COP21. Et en fait, l'essentiel, ça va être d'appliquer une forme de cohérence. Et c'est une responsabilité des gouvernements qui ont signé cet accord, et notamment de la France, puisqu'on doit aussi appliquer en France ce qu'on a signé à Paris. Alors justement, la France, elle s'est félicitée d'avoir tenu ce sommet qui a abouti à un accord, le seul vrai jusqu'à présent vraiment universel. Est-ce ça ne veut pas dire qu'elle va être vraiment le pays le plus vertueux en matière de climat? On a déjà des leçons à se faire à nous-mêmes aujourd'hui. Effectivement, la France est très loin d'être exemplaire aujourd'hui. Elle devrait au moins être cohérente avec les engagements de la COP21. Et par exemple, quand on voit le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui est encore dans les tuyaux, qui n'a pas été abandonné, là on nage dans la plus profonde incohérence. Il aurait fallu que ce projet soit abandonné immédiatement après la COP21. De même, François Hollande a fait une déclaration sur l'importance d'avoir un prix carbone partout dans le monde. En France, aujourd'hui, on n'a pas un prix carbone suffisant. C'est quoi un prix carbone? Alors, un prix carbone, c'est mettre un prix sur la pollution. C'est demander aux pollueurs, notamment aux pétroliers, de payer pour les émissions de gaz à effet de serre qu'ils émettent. Et aujourd'hui, en France, nous n'avons pas ça. Et comme le prix du pétrole baisse, les Français consomment plus de carburant et ça se traduit par plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là aussi, on a une dynamique inverse à celle de la COP21. Donc, ce qui serait possible de faire, c'est de mettre en place une contribution sur le climat en France, qui prélève des taxes sur la pollution, et que ce soit reversé aux ménages pour qu'ils puissent notamment prendre des transports en commun et rénover leur maison, par exemple. Aujourd'hui, je pense que le sujet qui intéresse tout le monde, c'est de savoir est-ce que cet accord, il n'est pas arrivé trop tard? Est-ce que justement, on l'a vu en Chine, des gens meurent à cause de la pollution. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour limiter les effets du réchauffement climatique et de cette pollution de l'air sur la santé? Alors les scientifiques nous disent que non, il n'est pas trop tard, mais que devant nous n'avons que quelques années pour agir. En fait, la fenêtre d'opportunité est très très étroite, 5 à 10 ans, pour vraiment redresser la barre, changer radicalement la façon dont nous consommons et produisons de l'énergie. Et donc il va falloir agir vite. Et même l'accord de Paris lui-même
Il est insuffisant en fait. On sait qu'avec en l'état des engagements des nations, vous savez que tous les pays se sont engagés avant la COP21 sur des objectifs de réduction d'émissions, eh bien ces objectifs ne vont pas assez loin. Donc il va falloir pousser les États à aller plus loin que leurs engagements de la COP21, sinon nous n'allons pas respecter l'objectif de limiter le réchauffement à moins de 2 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle. En un mot, de voir 165 pays à l'ONU pour la signature de cet accord, c'est quelque chose qui vous rend un peu optimiste ? C'est un moment important pour maintenir la dynamique politique, c'est certain, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, il va falloir une application dans tous les pays, une forte mobilisation de la société civile et des entreprises pour pousser les États à agir dans le bon sens. Merci beaucoup Célia Gauthier d'avoir été avec nous pour cette signature de l'accord sur le climat. On va suivre ça en direct dans quelques instants sur France 24. On se retrouve tout de suite pour un nouveau journal.